Bonjour, bienvenue à tout le monde dans ce nouveau webinaire organisé par Afrinic. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important en termes de sécurité et des réseaux Internet. Il s'agit de sécuriser la table de routage Internet avec les notions telles que l'IRR, RPKI et également Peering DB. Donc, nous allons parler aujourd'hui de ces notions et de comment est-ce qu'elles peuvent aider dans la sécurisation de la table de routage Internet. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par mon collègue Stéphane Conduet et il sera assisté par Willy Manga et Bachir. Si c'est OK pour vous au niveau de l'audition, merci de nous le signaler dans la section de chat. OK, très bien. Donc, nous allons commencer. Je vais laisser la parole à Stéphane qui va donc effectuer la présentation de ce webinaire. OK, merci Willy. Euh, je tiens à signaler aux gens qu'ils peuvent comme ça utiliser la section questions-réponses pour poser leurs questions s'ils en ont au cours de la présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher un aspect intéressant et important de la sécurité des réseaux et Internet. Et nous allons comme ça parler de comment est-ce qu'on utilise le registre de routage Internet, le RPKI, Resource Public Key Infrastructure, et le Peering DB pour parvenir à ces fins. Donc, nous allons commencer par une question. OK. De quoi les fournisseurs d'accès à Internet et les entreprises ont-ils besoin pour se connecter à Internet? Je vois des gens qui parlent de routage, DNS, routage, protocole de routage BGP, routeur, adresse IP, numéro EAS, s'ils veulent utiliser des adresses. Allons-y, il n'y a que 5 personnes qui ont réagi. Nous voulons que ce webinaire soit vraiment interactif, public et ASN, DNS, protocole BGP, table de routage et protocole, routeur, adresse IP, lien, fibre optique, ASN, bloc adresse IP, routeur, ainsi de suite. Donc là maintenant, vous avez dit pour la majeure partie qu'on a besoin de routage. On a besoin de la table Internet, de la table de routage. On a besoin des protocoles, principalement BGP. Donc, quand on parlait des DNS, ainsi de suite. OK. Maintenant, quand nous avons décrit Internet tel que c'est quoi? C'est un ensemble de réseaux qui sont interconnectés. C'est un ensemble de réseaux dont on a un premier réseau qui est connecté à un autre réseau par un média. On a plusieurs types de médias, que ce soit les médias câblés ou encore les médias sans fil. Et on a besoin d'identifier nos réseaux sur Internet. Si celui-ci c'était un réseau A, il doit être identifié par un numéro de système autonome qu'on appelle en anglais ASN. Et donc, on va voir là donc ASN1 et un ASN2. Ce sont donc les numéros de système autonome qui permettent d'identifier les réseaux sur Internet. Et ces réseaux vont se connecter sur Internet en utilisant un protocole de routage qu'on va appeler BGP. Tout le monde connaît BGP, j'imagine. Tous ceux qui sont connectés au moins connaissent BGP. Maintenant, BGP, comment est-ce qu'il marche? Allons regarder un peu comment est-ce que BGP marche. Donc, BGP nous permet donc de router, à l'heure où je vous parle, plus de 800 000 préfixes sur Internet. Ça, c'est sur IPv4. Je n'ai pas compté IPv6. Donc, on est déjà à près du million de routes dans la table de routage global. Et ces routes, par défaut, BGP va donc faire des mises à jour en mode clair texte, ce qui fait que si on capture, on peut lire ce qui est communiqué. De un. De deux, si quelqu'un prétend être, si une personne X prétend être une personne A, il n'y a aucun mécanisme par défaut dans BGP de connaître cela. Donc, on va recommander donc de filtrer. Donc, quand on fait du peering entre une partie 1 et une partie 2, c'est-à-dire deux entités, lorsque vous êtes en train de vous connecter et que vous allez changer les informations de réseau, notamment les préfixes IPv4 et IPv6, vous devez donc filtrer. Vous filtrez tout ce que vous allez envoyer à vos pièces et vous filtrez aussi tout ce que vos pièces vous envoient. De tous les côtés, on recommande cela. On recommande de faire donc du filtrage. Mais la question qui se pose quand je vous demande de faire le filtrage des préfixes, c'est quels sont les préfixes que nous voulons filtrer? Ça, c'est la première question. Maintenant, on peut filtrer les préfixes, comme on peut aussi filtrer les numéros de système autonome qui rentrent dans notre système autonome. Et on va aussi filtrer en entrée et on va filtrer en sortie. Maintenant, que ce soit les filtres qu'on applique sur les préfixes, en inbound et en outbound,
que ce soit les filtres qu'on applique sur les numéros de système autonome, quels sont les préfixes à filtrer, quels sont les numéros de système autonome à filtrer. Ça, c'est la question. Maintenant, vous savez aussi qu'initialement, BGP est basé sur la confiance. Ça veut dire, si j'ai mon réseau 1 là, et j'ai mon ami Willy qui a son réseau 2, nous voulons nous connecter, nous voulons échanger nos informations, c'est basé sur la confiance. Si Willy me dit par exemple que le préfixe 196.192.0.0/CS lui appartient, j'autorise dans mon réseau. Et si je lui dis que le réseau 196.10.0.0/16, si je lui dis que ce réseau m'appartient, il me fait confiance et il va permettre cela dans son réseau. Le problème avec un fonctionnement pareil, donc, c'est quoi? Allons voir donc les problèmes. Quels sont les problèmes avec ce genre de fonctionnement? Donc, allez dans sumenti.com et dites-moi, tel que nous avons décrit BGP, qui est basé sur la confiance et que nous devons filtrer, qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec BGP au vu de son fonctionnement tel que nous venons de décrire? Le même préfixe pourrait être annoncé à la fois par 2 ISP différents. Ça, c'est intéressant. Fournir les préfixes incorrects. Voilà, quelqu'un peut se tromper et fournir un mauvais préfixe, un préfixe qui ne lui appartient pas. Perturbation de routage, oui. Usurpation ou erreur sur les préfixes, voilà. Un problème d'authentification et d'adresse ASN et propriétaire. Usurpation de préfixes ou encore préfixe hijacking. Relation de confiance entre un pierre et plusieurs pièces qui pourraient se retrouver à annoncer les préfixes. Voilà. Quelqu'un peut être donc très malveillant et puisqu'il sait que vous lui faites confiance, il commence à usurper des préfixes. On va résumer ceci en 2 choses. La première chose, c'est le préfixe hijacking. Et la deuxième, on va appeler route leak. Une troisième qui n'est pas aussi négligeable, le IP spoofing. C'est vrai que ça ne rentre pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais on va quand même dire que c'est un problème qu'on peut rencontrer avec le fonctionnement actuel d'Internet. Mon écran, j'ai l'image d'un exemple de réseau Internet où j'ai le fournisseur A et le fournisseur B. Chacun a son client. Le fournisseur A a son client qui a le préfixe 2001 DB832. Pour que ce préfixe soit visible sur Internet, il faut que le client puisse annoncer cela vers son fournisseur d'accès. Et lorsqu'il a annoncé ce préfixe vers son fournisseur d'accès, le fournisseur d'accès va donc propager cela sur Internet et ça va parvenir par exemple au réseau X. Et si le réseau X veut par exemple accéder aux ressources qui sont dans le réseau du client, il connaît désormais comment y parvenir. Donc, il a le chemin. Imaginez-vous qu'un matin, un réseau malfrat survient sur Internet et décide comme ça là d'annoncer le préfixe 2001 DB8 2.2./32. Il annonce ce préfixe vers Internet et désormais, certains utilisateurs d'Internet, s'ils annoncent le même préfixe avec la même taille, longueur de préfixe, certains utilisateurs pourraient donc lui envoyer du trafic. Donc, le trafic pourrait venir là. Et ça fait donc que là, on a une usurpation des préfixes. L'utilisateur malveillant, le réseau malveillant pourrait même faire quelque chose de plus grave. Il pourrait annoncer par exemple 2001 DB8, disons 2.2./36. Ça, c'est un préfixe qui est plus spécifique. Ce qui fait que les communications vont préférer cette route-là. Donc, les communications désormais vont aller là. Un exemple en 2008 avec YouTube et Pakistan Telecom, où au Pakistan, le gouvernement avait demandé qu'on empêche YouTube dans l'étendue du territoire. Alors, ce que Pakistan Telecom a fait, il a annoncé le préfixe de YouTube sur Internet. Et quand il a annoncé le préfixe de YouTube sur Internet, il a donc routé le trafic vers la poubelle, donc vers le nul, quoi, vers nul 0. Et en faisant ceci, désormais, tous ceux qui voulaient aller sur YouTube au Pakistan se trouvaient donc refusés. Et ce qu'il a fait, c'est que le fournisseur de Pakistan Telecom, ce qui s'est passé, c'est que le fournisseur de Pakistan Telecom n'a pas filtré le trafic. Et du coup, une partie d'Internet se trouvait en train de chercher YouTube au Pakistan. Et pour quelques heures comme ça, là, YouTube était down. Donc, voilà un exemple en 2008. Et on va donc présenter l'autre possibilité. La deuxième possibilité, c'est on a
sur ce diagramme un exemple de client, le client 1, qui est connecté à la fois au fournisseur B et au fournisseur A. Imaginons maintenant que le fournisseur A a un autre client qui est client 2. Imaginons que sur Internet, je vais prendre un réseau qu'on connaît tous. Par exemple, le 9.9.9.9. Ça, c'est le quad 9. Imaginez que quad 9 fait une annonce de préfixe vers Internet qui aboutit au niveau du fait B, du fournisseur B, et qui aboutit au niveau du client 1. Cette même annonce va aller vers fournisseur A et vers client 2. Imaginons que dans une mauvaise manipulation, client 1 décide ici d'annoncer 9.9.9.9. Qu'est-ce qui va se passer? Désormais, fournisseur A aura plus confiance à ce chemin qu'à cet autre chemin. Et le trafic qui vient de client 2 en direction, le trafic venant de client 2 en direction de 9.9.9.9 va donc être redirigé vers client 1 et ainsi de suite jusqu'à Internet. Du coup, client 1 devient transitaire pour le réseau du fournisseur A pour certains préfixes. Ça, c'est une pratique que nous ne voulons pas. Ceci s'appelle le route leak. Donc, une route comme ça là qui a été mal annoncée dans un réseau qu'on ne devait pas. Donc, quand je parle de ces problèmes, du problème du préfixe hijack et du route leak, les gens pensent que ce sont des choses qu'on raconte comme ça pour raconter. Donc, on va lancer bgpstream.com et vous allez vous rendre compte que tous les jours sur Internet, il y a des problèmes. Là, par exemple, vous voyez déjà sur la carte, vous voyez les points rouges qu'il y a sur la carte. Ce sont les endroits où il y a soit des outages, soit des route leaks, soit des préfixes qui ont été hijacked. On monte un peu. Le premier route leak est en cours. Ça a commencé depuis 10 heures. Ça fait plus de 2 heures de temps que ce problème est en train de durer. Le second outage a commencé à 9h08 et s'est achevé à 9h13. Le troisième qui est là a commencé à 8h51, s'est achevé. Donc, vous voyez, à tout moment sur Internet, il y a des problèmes. Il y a des route leaks. Il y a par exemple celui qui est là en bas, Lee Airsons, qui a commencé depuis 8h. Waouh! Jusqu'à présent, ce n'est pas encore clos. Il y a le suivant qui a commencé depuis 7h02 et à l'heure que je vous parle, c'est encore en vigueur. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui peuvent durer des heures, voire des jours. Et vous ne voulez pas vous retrouver dans ce genre de situation. Que faire donc? Comment se prémunir pour parer à ces attaques? Je vous pose la question. Qu'en pensez-vous? Allez dans sur menti.com pour me dire quel outil vous pensez qu'on peut utiliser pour résoudre ces problèmes. Le temps est écoulé et on va voir. Waouh! La plupart des gens ont pensé qu'il faut filtrer. Quelques personnes seulement ont pensé à la validation globale. Quelques personnes ont pensé à la coordination et quelques personnes ont pensé à anti-spoofing. OK. MANERS, c'est le Mutually Agreed Norms for Routing Security. Le MANERS, c'est un concept qui est comme ça créé par l'Internet Society, ISOC, qui consiste en 4 actions. 4 actions. La première action, c'est le filtrage. Donc, tout le monde avait raison pour ce qui est du filtrage. Règle numéro 1, lorsque vous configurez BGP, filtrez. Filtrez. Assurez-vous que vous savez ce qui rentre dans vos réseaux et ce qui sort de votre réseau. Donc, filtrez. Déjà, basiquement, vous êtes d'accord avec moi que personne ne doit m'annoncer mon préfixe. Donc, la règle, dans le filtre qui rentre, tous les préfixes qui rentrent dans mon réseau, je ne dois jamais accepter mon préfixe. Et en sortie, je dois toujours annoncer mon préfixe. Maintenant, ça dépend du type de client. On va voir du type de pièces avec qui je pièce. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Deuxième règle, anti-spoofing. Anti-spoofing, c'est quoi? Si voici mon réseau et j'ai un préfixe, bon, je vais prendre un préfixe 196.192.0.0/7. Et voilà que je suis connecté à Internet.
Si un jour, je reçois par exemple un paquet qui rentre dans mon réseau avec pour adresse source 196.192.0.10, par exemple, qu'est-ce que j'en fais? Je dois tuer ce paquet. Parce que je ne peux pas recevoir un paquet qui a pour adresse source une adresse de mon réseau. Donc, il faut appliquer de l'anti-spoofing. Et il y a toute une BCP pour ça qu'il faut appliquer dans vos réseaux. Il y a des outils. Il y a des outils qui permettent de tester effectivement que vous êtes en train de faire de l'anti-spoofing dans votre réseau. La coordination et la validation globale. Donc, le but de notre conversation ce soir, c'est de parler de la coordination et de la validation globale en utilisant l'IRR, le RPKI et le PeeringDB. Aussi, peut-être le site de votre entreprise où vous pouvez publier certaines informations concernant votre réseau. Donc, on va commencer par l'IRR. On va commencer donc par l'IRR, le registre de routage Internet. C'est un référentiel, c'est un registre dans lequel on stocke les politiques de routage. Donc, c'est un endroit où, si je suis l'entreprise X, je dis, dans mon entreprise, voici les préfixes que j'accepte, voici les préfixes que je refuse, voici mes clients, voici mon fournisseur. Et on va donc utiliser un langage qu'on va appeler le Route Policy Specification Language, ou alors RPSL, pour faire donc cette spécification. Et on va utiliser des objets dans une base de données. Dans le cas d'Afrique, c'est la base de données WHOIS. Donc, RIPE aussi utilise la base de données WHOIS. En Amérique latine, ils utilisent le RADB. APNIC utilise aussi WHOIS. Vous pouvez utiliser soit WHOIS, soit RADB. Toutes ces bases de données sont donc interconnectées, de sorte que si vous stockez votre politique de routage chez RIPE NCC, je peux par exemple utiliser des outils pour interroger cela. La base de données WHOIS d'Afrique est interconnectée à celle-là, interconnectée à celle d'APNIC, interconnectée à celle d'ARIN, interconnectée à celle d'APNIC et interconnectée à celle de l'APNIC. Quel que soit l'endroit où votre politique de routage est stockée, cette politique de routage est publique et n'importe qui peut y avoir accès. Maintenant, pourquoi est-ce que nous vous recommandons donc d'utiliser le registre de routage pour sécuriser notre table de routage interne? La première chose, c'est que je vous ai parlé du langage RPSL, qui est un format standard. Déjà, la première des choses, c'est que quand on parle de politique de routage pour les ingénieurs de réseau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans toutes les organisations qui se respectent, il y a une politique de routage qui est documentée quelque part. Si vous allez arriver dans une entreprise A, on a documenté cela dans Word. Dans une autre entreprise, ils ont un outil web dans lequel ils ont documenté. Dans une autre entreprise, ils vont utiliser Excel, ainsi de suite. Maintenant, nous recommandons l'utilisation de IRR pour que nous ayons un endroit central avec un format identique. Donc, c'est un peu comme si nous sommes en train de faire de la standardisation, où tout le monde se retrouve au même endroit, avec le même langage, et on peut se comprendre facilement. Ça, c'est le premier avantage. C'est que c'est standard, c'est ouvert, c'est centralisé. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que la création des ACL, des filtres, pour BGP devient facile. Parce qu'il existe des outils que vous pouvez utiliser, par exemple, qui vont se connecter à votre IRR et voir, par exemple, les pièces, vos pièces, les gens avec qui vous voulez vous connecter. Ces outils vont donc puiser dans la base IRR et créer donc les filtres que vous pourrez donc facilement appliquer à BG. Et avec cela, donc, on va tous donc participer ensemble de façon coordonnée à stabiliser et à sécuriser la table de routage globale. De sorte que s'il y a une erreur, cette erreur ne pourra pas facilement se propager sur Internet. Donc, ça réduit les effets des erreurs éventuelles. Toujours en termes de pourquoi est-ce que nous vous recommandons d'utiliser les registres de routage Internet, c'est que le dépannage de votre réseau devient facile. Si vous avez un problème, par exemple, vous pouvez facilement aller dans la base IRR et voir comment est-ce que vos peers annoncent leur réseau. Si vous voyez par exemple la politique de routage de vos peers, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'ils vous communiquent telle ou telle autre route. Et là, ça devient facile pour vous de dépanner votre réseau. Et aussi, ça évite les problèmes que j'ai présenté, les route leaks de tout à l'heure. Donc, par exemple, je ne pourrais pas annoncer un préfixe qui n'est pas le mien. Mon upstream va donc m'empêcher ne va pas accepter ce préfixe-là, puisque dans la base IRR, ce préfixe ne m'appartient pas. Donc, les fonctionnalités d'un registre de routage. La première chose, c'est que vous avez la possibilité de spécifier vos politiques de routage Internet en utilisant des objets qu'on va voir tout à l'heure. Vous pouvez donc exprimer les relations qu'il existe entre les organisations et les ressources numériques
qui sont les adresses IP, les numéros de système autonome. Et à l'aide des outils que j'ai présentés tout à l'heure, vous pouvez par exemple, vous pouvez donc facilement définir des configurations en utilisant les informations qui sont stockées dans les registres de routage. Et puisque c'est géré de façon hiérarchique, ça devient donc facile pour nous d'observer et de coordonner tous ensemble. Donc, quels sont les objets que vous allez utiliser pour documenter votre politique de routage? Je vois AS7 roi, route object, AS7, préfixe ASN, AS7, route object. Voici notre réseau. Et dans ce réseau, nous avons, donc, c'est notre prototype de réseau, quoi. On a le fournisseur, mon FAI, avec numéro de système autonome 64500. Il a deux clients, le client 64501 et le client 64502. Il a un pied 64511 et son fournisseur à lui, c'est le 64510. Allons donc essayer de documenter la politique de routage pour mon ISP, mon fournisseur, pour voir à quoi ça ressemble. Le fournisseur, mon faille, va recevoir les préfixes de ses clients et il doit propager les préfixes de ses clients chez ses peers et chez son upstream. Bon, chez ses peers, ça dépend de quelle est l'entente qu'il a avec ses peers. Et deuxièmement, il va recevoir les préfixes de ses peers. Les préfixes de ses peers, il doit les propager chez ses clients. Donc là, on voit qu'il y a problème. Il ne doit pas propager les préfixes de ses peers sur Internet, sinon il devient transitaire pour ses peers. Il doit plutôt les propager vers ses clients. Pour que s'il y a des ressources ici, là, dont ses clients devraient avoir accès, que ses clients puissent avoir accès. S'il propage sur Internet, ça veut dire qu'il devient transitaire de son upstream provider. Et il doit donc propager son propre préfixe sur Internet, son propre préfixe chez ses peers. Donc, voilà comment on explique, voilà expliquer sa politique de routage. Allons donc documenter cette politique de routage chez Afrinic. Le premier objet que nous voulons utiliser pour documenter cette politique de routage, c'est l'objet hotnum. L'objet hotnum, c'est l'objet qui permet de définir un numéro de système autonome. Et le numéro de système autonome ici, là, c'est AS64500. Il a un nom, on lui donne une description et c'est de type assigné. Voilà, c'est cette organisation. Voilà le contact administratif, le contact technique. Et voici la section des clients. Donc, il a un premier client qui est 64501, de qui il accepte tout ce qui est originé par 64501. Et vers 64501, il annonce tout ce qu'il a comme préfixe. Même chose pour 64502. Il n'accepte que ce qui vient de 64502, pas autre chose. Et vers 64502, il lui envoie tout ce qu'il a à sa disposition comme information. Donc ça, c'est pour les clients. Maintenant, pour nos peers, qu'est-ce qu'on lui envoie? Qu'est-ce qu'on accepte déjà? On accepte tout ce que notre peer nous envoie, déjà à partir de lui et à partir de tout ce qui a ce numéro d'ASN à l'intérieur et le reste, c'est-à-dire ses clients. Et de l'autre côté, ce que nous lui envoyons, c'est quoi? Nous lui envoyons tout ce que nous avons, y compris nos clients. Ça, c'est pour ce qui est de nos peers. Maintenant, pour notre fournisseur, qu'est-ce qu'on envoie? On accepte déjà tout de notre fournisseur, mais on applique un filtre. Et pour ce qui est des filtres, pour IPv4, on doit éviter les bogons. Pour et on doit éviter tout préfixe qui n'a pas encore été alloué, tout ça, ainsi de suite. Et aussi, si on commence à se rendre compte qu'il y a des préfixes malveillants, on va les limiter. Pour IPv6, on va filtrer tout ce qui est réservé et tout ce qui n'est pas encore alloué. Donc, voilà pour IPv6. Voilà un exemple de voilà les filtres qu'on va appliquer en entrée de notre réseau. Donc, ce sont les filtres en entrée. Maintenant, en sortie, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoncer tout ce que nous avons originé et tout ce qui fait partie de la liste de nos clients. Donc, voilà pour le premier objet IRR, qui est l'objet hotnum. Vous devez, votre organisation, regarder dans la base de données WHOIS d'Afrinic pour vous assurer que votre objet hotnum est mis à jour avec votre politique de routage. Si vous ne parvenez pas, envoyez-nous un mail à dio@afrinic.net. Le deuxième objet, c'est l'objet route et route 6. Donc, il y a l'objet route. L'objet route, c'est pour les préfixes IP4. Et l'objet route 6, c'est pour les préfixes IPv6. Et en passant déjà,
je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle que j'ai apprise, c'était quand la release, c'était hier, je crois. Il n'y a plus de préfixe IPv4 chez RIPE. Donc, RIPE n'a plus de préfixe IPv4. Donc, en Europe, si vous allez chez RIPE et que vous voulez un préfixe IPv4 et que vous avez des adresses IPv4, désolé, il n'y a plus d'IPv4 chez RIPE. Donc, parlant de routes, bon, on va donc vous montrer comment est-ce qu'on documente les objets Route 6. Donc, voilà le Route 6 pour le préfixe 2001 db8 db8 2.2./36. Je donne la description. Origine, voici le numéro d'ASN qui est autorisé à annoncer ce préfixe sur Internet. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous devez, pour votre préfixe, pour vos préfixes IPv4 et IPv6, assurez-vous que dans la base de données WHOIS d'Afrique, vous avez créé votre route, votre objet route et votre objet route 6. Donc, voilà le deuxième objet. Le troisième objet intéressant, c'est l'objet AS7. Et, OK, il y a Sylvain qui dit qu'il y a un moyen de dire le transfert. OK, oui, on peut transférer les ressources. OK, donc là, voilà votre objet AS7. L'objet AS7, comme ça là, permet de lister vos clients, de dire quelle est la liste de vos clients. Par exemple, pour mon fournisseur, blablabla, blablabla, voilà les membres de son AS7. Vous vous souvenez de l'AS64501 et de l'AS64502 pour les deux clients. Donc, voilà comment vous documentez vos clients, la liste de vos clients. Une mise en garde. Si vous ne documentez pas vos clients comme ça, surtout pour les clients qui ont leur propre préfixe, vos fournisseurs risquent de rejeter leur préfixe. Donc, assurez-vous que vous ayez au moins les objets route 6 et les objets AS7. Ça, c'est au cas où vous avez des clients qui ont leur propre préfixe et que vous voulez propager leur préfixe sur Internet. Bon, il y a d'autres objets AS7, d'autres objets de la base de données IRR que vous pouvez utiliser, comme par exemple, bon, j'ai déjà parlé de l'AS7, il y a les routes 7 pour les routes de vos clients, RTR7, filter 7, peering 7, ainsi de suite. Donc, voilà donc pour ce qui est des objets de la base de données WHOIS d'Afrique que vous pouvez utiliser pour documenter votre politique de routage. Donc, un recap, on a donc l'objet hotnum qui permet de représenter votre ASN. On a l'objet route et route 6 qui permet de représenter IPv4 et IPv6 et dire quelle est l'ASN qui est autorisé à annoncer ce préfixe-là. On a l'objet AS7 qui permet de documenter vos clients. Donc, très important, assurez-vous que vos objets sont à jour et que vous pouvez utiliser et que lorsque vous voulez, par exemple, Pierre avec vos clients, parce que quand vous allez vouloir Pierre avec vos clients, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Ils vont vous poser la question, où sont vos... Qu'est-ce qui me prouve que ce préfixe vous appartient? Il faut que vous devez leur pointer, vous devez leur montrer que votre préfixe est bel et bien documenté dans la base de données WHOIS d'Afrique ou encore ailleurs. Et ça me pousse à parler des personnes qui utilisent les ASN privés. Les ASN privés, de grâce, si vous voulez vous connecter à Internet et que vous êtes en train de concevoir vos réseaux, évitez les ASN privés. Parce que lorsque vous allez vouloir pierre avec des personnes sérieuses, elles vont vous demander quelles sont vos informations. Si vous leur donnez un ASN privé, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc, vous serez obligé d'aller vers Afrinic pour obtenir un ASN. Et d'ailleurs, les ASN ce ne sont pas des ressources rares, ce sont des ressources facilement accessibles. Déjà, Willy va vous partager le lien de la politique des prix, la politique et des prix pour obtenir les ASN chez Afrinic. Donc, certainement, vous me posez la question, comment est-ce qu'on crée ces objets? Voilà donc comment l'organigramme, comment est-ce que vous créez ces objets. Vous allez sur le portail d'Afrinic ou WHOIS d'Afrinic. Vous allez obtenir le modèle. Vous allez remplir le modèle. Vous allez le soumettre. Peut-être qu'il y aura des erreurs. S'il y a des erreurs,
Vous faites la boucle, vous corrigez jusqu'à ce que votre objet soit créé. Voilà comment on crée donc les objets dans la base d'Afrinic. Je vous montre le portail. Donc voilà l'interface de création. Sur l'interface de création, la première, c'est de cliquer sur l'onglet Création d'objets. Et lorsque vous avez cliqué sur cet onglet, vous allez choisir les objets que vous voulez. Dans ce cas, vous voyez que j'ai sélectionné Route et Route 6. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez cliquer sur l'autre pour charger le modèle ou encore le template. Votre template va donc ressembler à ça. Va ressembler à ça, où vous aurez ici là déjà les attributs obligatoires. Les attributs obligatoires que vous devez obligatoirement remplir. Et ici, vous avez la liste de tous les attributs possibles. Donc là, vous avez la liste de tous les attributs possibles. Vous pouvez cliquer donc sur un attribut pour le voir ajouté ici là et entrer dans les informations en regard de chaque champ. Là, par exemple, j'ai le préfixe, je suis en train de documenter le préfixe 2001 db8 1002.2./36, ainsi de suite. Et après ici, vous devez rentrer votre mot de passe parce que là, il s'agit le mot de passe de votre mainteneur. Là, il s'agit d'un objet protégé. Et à l'heure où je vous parle, donc, il y a l'équipe d'Afrinic qui est en train de développer un plugin pour que vous puissiez le faire à partir de MyAfrinic désormais. Donc, on attend cela impatiemment. Mais, entre-temps, vous devez vous familiariser à comment faire cela en utilisant le portail Whois. Et le portail Whois est à l'adresse. Voilà, je vais m'arrêter ici pour prendre les questions. La première partie des questions, s'il y a des questions. Oui. Première, on a une question de Serge Benga qui demandait est-ce qu'il est possible de faire le scan de AS pour éviter de faire la duplication? Donc, ce que nous lui avons suggéré, on a répondu juste à l'instant que ce n'est pas une bonne méthode et qu'elle n'est pas scalable. Déjà en IPv4 et en IPv6, il ne faut même pas y songer. Le plus important, en fait, Serge, c'est de pouvoir suivre les recommandations données par rapport à tout ce qu'on a dit concernant Manners. OK. Deuxième question, c'est Jean-Hervé. Si je cite déjà mes AS clients sur l'objet AS7, est-ce que je devrais aussi les citer sur l'objet Hotnum? Dans l'objet Hotnum, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de définir la politique de routage. Vous êtes en train de dire ce que vous acceptez dans l'AS9, dans l'Hotnum. Or, dans l'AS7, vous citez juste la liste de vos clients, la liste des personnes dont vous êtes autorisé de propager le préfixe. C'est différent de ce que vous faites dans l'Hotnum. Dans l'Hotnum, vous êtes en train de dire que j'accepte les préfixes venant de tel réseau. J'envoie des préfixes vers tel réseau. C'est ce que vous êtes en train de dire dans l'Hotnum. Donc, votre politique de routage en soi-même, le cœur de votre politique de routage est dans l'Hotnum. Dans l'AS7, c'est juste la liste des clients. Je veux juste préciser aussi, parfois, certains, en créant les objets Hotnum, vous mettez ces notions dans Remarks, dans l'attribut Remarks. Mais Stéphane vous a présenté, en fait, il faut utiliser les attributs import et export. C'est ceux-là qui, explicitement, en fait, vont permettre de pouvoir générer des mécanismes automatiques de création des règles. OK. Donc, voilà. Donc, ce que Willy disait, vous voyez là, j'ai utilisé le M-import, le M-export, ainsi de suite. Si vous mettez dans Remarks, ce qui est clair, c'est que les gens viendront voir, ils vont voir que vous avez écrit là que bon, j'annonce à tel, je reçois de tel, mais les outils ne comprendront pas votre politique. Vos politiques doivent être dans les imports et les exports. Merci, Willy. Yann a tous qui a une question qui n'est pas bien explicitée. La création des objets. Bon, je crois qu'elle voulait faire la distinction entre IPv6 et IPv4 sur la création des objets root. OK. Donc, pour IPv4, l'objet c'est root. Pour IPv6, l'objet c'est root 6. C'est vrai que tous ont les mêmes champs, mais si vous allez dans root 6, entre un préfixe tel que 196.192.0.0/16, vous aurez une erreur. Donc, il s'attend à recevoir un préfixe IPv6 et vice-versa. OK, merci pour les questions. Continuez de les poser. Alors. OK, on peut continuer. Idriss qui a une question spécifique. OK. Il demandait, en fait, c'est par rapport à son cas. Idriss,
on pourra t'aider par la suite. Comme tu as pris un exemple précis, nous te conseillons d'écrire à l'adresse do@afrinic.net et comme ça, nous allons t'aider à résoudre le souci. Comment peut-on voir des objets déjà créés? Question d'Aboubacar. Les objets déjà créés, vous faites une recherche ici, dans Query. Vous pouvez faire un query et vous verrez les objets qui sont déjà créés. Donc, quand vous allez faire le query, vous allez spécifier, il y a des champs, un champ que vous allez spécifier. Donc, vous allez spécifier ce que vous êtes en train de faire comme recherche. Si, par exemple, je suis en train de faire, allons dire, une recherche d'un objet pour voir si un objet route a été créé pour un ASN donné, ce que je vais faire, je fais donc la recherche, je fais une recherche inverse en précisant que je cherche les objets dans lesquels le champ origine égale à l'ASN en question. OK? Donc, vous pouvez faire des recherches là. Et sinon, vous pouvez aussi installer le client Whois. Il existe un client Whois que vous pouvez installer. Et si vous installez le client Whois, par exemple, sur votre ordinateur, si vous faites par exemple le Whois, bon, si c'est le Whois universel, vous devez spécifier le serveur. Donc, vous allez faire -h whois.afrinic.net et vous allez dire -i pour dire que c'est une recherche inverse que vous êtes en train de faire. Et vous allez spécifier donc que vous êtes en train de chercher tous les éléments dans lesquels le champ le champ origine, autant pour moi, origine est, disons, par exemple, l'ASN AS 64 500. Là, si vous avez créé vos objets routes pour l'ASN suivant, il va retourner cela. Si aussi vous allez faire, par exemple, une recherche directe, donc vous faites tout simplement whois -h whois.afrinic.net, vous mettez par exemple le préfixe 2001 db8 2.2./64 /32 autant pour moi. Il va vous retourner déjà l'objet inet6 pour ce préfixe. Et s'il existe un objet route pour ce préfixe, il va vous retourner cet objet route là. Donc voilà. Il y a une autre question de Tojo Nirina. Doit-on communiquer l'AS7 aux upstream? Si vous créez un AS7, vous n'avez pas besoin de communiquer. Ils vont voir cela dans la base de données Whois. Donc, lorsque vous allez, par exemple, je prends cet exemple. Voici mon réseau et voici mon client. Mon client s'appelle A, je m'appelle B et voici mon upstream qui s'appelle U. Donc, lorsque je vais faire du BGP avec mon upstream, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord lui envoyer mon préfixe. Allons dire que mon préfixe est 2001 db8 2.2./36. Et le préfixe de celui-ci, c'est 2001 db8 2.1000 2.2./36. Si dans la base de données où j'ai créé mon objet route6 pour ce préfixe-ci, ce qui va se passer, c'est que quoi? Si mon upstream est un upstream sérieux, exemple, les gens comme Liquid Telecom, les gens comme Seacom, tout ça, quand vous allez faire du peer et que vous allez envoyer ce préfixe-ci, ils ne vont pas l'accepter automatiquement. Hein. Ils vont d'abord regarder de façon automatique dans la base de données Whois d'Afrique pour voir si ce préfixe a un objet route6 et si le numéro d'ASN B que vous êtes en train d'associer à ce préfixe est bien bindé à l'aide de l'objet route6. Si c'est le cas, ils vont accepter. Mais figurez-vous aussi, c'est que, entre-temps, vous êtes aussi en train de faire BGP avec votre client ici là. Donc, du coup, vous acceptez le préfixe de votre client et vous voulez propager. Ce que celui-ci va faire, c'est que quoi? Dans l'AS-PAT, il y aura le A. Bon, le nom des vrais ASN. Disons que ça, c'est 64 511 et ça, c'est 64 500. Bon, ça, c'est 64 510. Dans l'AS-PAT, vous aurez 64 511 et 64 500. Donc, du coup,
votre upstream saura que ce préfixe, vous ne l'avez pas originé. Il va donc maintenant chercher votre AS7. Si l'AS7 n'existe pas, il va rejeter. Donc, vous serez obligé de créer l'AS7 pour ce client pour que le préfixe du client puisse être propagé. Je ne sais pas si c'est clair. OK. Abdilaï, quelle est la technique la plus sécurisée utilisée pour l'anti-spoofing pour les FAI? C'est le reverse path forwarding. Willy a partagé le BCP38 avec vous. Allez sur BCP38 sur le site de l'IETF. Willy a partagé le lien avec vous. Donc, implémentez tout simplement ce qui est là à l'intérieur et vous n'aurez aucun problème. Donc, tout est explicité là. Merci Stéphane. La question de Natus, il faudra reprendre un peu la question parce qu'elle n'est pas très claire. Comment éviter le chevauchement des AS chez Afrique? Comment éviter le chevauchement des AS chez Afrique? Donc, quand vous dites chevauchement, c'est quoi? C'est dire qu'on a donné un AS à X et à Y. Ça, ce n'est pas possible à notre niveau déjà parce que nous avons une base de données. Lorsque nous assignons un ASN à un membre, c'est marqué déjà dans la base. Donc, on ne peut pas assigner le même AS à deux personnes. J'espère que c'était ça la question. Sinon, clarifiez et puis on va prendre dans la prochaine vague de questions. Maintenant, on va passer dans au PeerInDB. On va passer au PeerInDB. Et ici, le PeerInDB, c'est quoi déjà? Le PeerInDB, c'est un référentiel ou encore, comment je vais dire, un registre. C'est un site web, c'est une base de données qui est ouvert pour le partage des informations de peering. Donc là, les gens vont venir enregistrer les informations sur leur réseau, les localités, c'est-à-dire les endroits où ils se trouvent, leurs ressources, c'est-à-dire les adresses IP, V4, V6, les numéros de système autonome et les endroits où ils font de l'interconnexion du peering. Donc, pour participer dans la base de données PeerInDB, vous devez créer un compte, vous devez enregistrer votre compte. Et lorsque vous enregistrez un compte en tant qu'individu, ce compte est attaché à un numéro de système autonome. Et une organisation légitime doit donc valider votre compte pour que vous puissiez donc commencer à enregistrer des informations par rapport à cette organisation-là. On va donc voir un exemple d'entrée dans la base de données PeerInDB. Ça, c'est par exemple, ça c'est un exemple, ça c'est une entrée d'Afrique où on voit là par exemple le numéro ASN qui est utilisé pour son initiative de support DNS. Et là, voici par exemple les endroits où Affinipierre à Sings, à Dings, à Jinx, à Madagascar, à Rinex, ainsi de suite. Et on voit un peu par exemple les débits que vous pouvez attendre. Voilà les adresses IPv4 et IPv6 pour les divers points d'échange où ils sont présents. Et ici, on a par exemple, ça c'est l'objet IRR. Donc, ça c'est l'autre num qui est donc attaché à cette entrée. Donc, si vous allez sur WhoIs et que vous faites la recherche sur ce autre num, vous allez avoir les mêmes informations que nous avons ici. Donc, on donne comme ça toutes les informations. Vous voyez que ici, là, on annonce un préfixe IPv4 et un préfixe IPv6. Certainement le préfixe pour l'initiative DNS d'Afrique. Donc voilà, le PeerInDB, aussi simple que cela. Vous pouvez faire des recherches. Donc si vous allez sur peerindb.com, vous pouvez faire des recherches ici, là. Vous pouvez par exemple vous enregistrer ici, si vous voulez enregistrer votre organisation. Et c'est important de le faire parce que c'est comme ça que les gens voient que vous êtes sérieux. Si les gens recherchent des informations sur votre réseau, ils peuvent vous retrouver. Là, par exemple, vous voyez que vous pouvez, si vous arrivez par exemple maintenant à Jinx, vous pouvez par exemple faire du peering avec Afrinic et vous saurez quelles sont les informations d'Afrinic là-bas pour faire du peering. Et ceci, ce sont les peering publics. Donc, ce n'est pas les peering privés. Donc, voilà pour ce qui est du PeerInDB. On va donc passer comme ça là à RPKI. RPKI, Resource Public Key Infrastructure. Le Resource Public Key Infrastructure, qu'est-ce que c'est? La question vous est posée. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi RPKI? Une sorte d'autorité de certification électronique pour le routage de l'Internet. C'est pour sécuriser le routage Internet. Clé unique pour la validation. Voilà.
c'est une ressource de clé publique pour les infrastructures, certificat de ressources, ainsi de suite. Beaucoup de gens ont hésité. Ils ne savaient pas exactement de quoi il est question. Retenez le numéro de la RFC. La RFC 6480. C'est là où on a créé le standard pour le Resource Public Key Infrastructure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un framework PKI spécialisé. D'accord? C'est un framework de clés publiques spécialisées qui est utilisé donc pour la sécurisation de l'infrastructure de routage Internet. Donc, c'est un ensemble donc, de méthodes cryptographiques qu'on va utiliser pour signer les associations d'annonces BGP avec les numéros de systèmes autonomes qui sont autorisés à le faire. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait créer un objet Route 6 et mettre un préfixe, par exemple 2001 DB8 2.2./32 auquel on associait un préfixe, un ASN, par exemple ASN 64500. Sauf que là, on voit bien que, quoique ce soit centralisé, n'importe qui ayant votre mot de passe, le mot de passe de votre MNT BY, peut avoir accès à ça, peut faire des modifications et peut prétendre annoncer votre préfixe. Donc, du coup, on voudrait quelque chose qui soit beaucoup plus sécurisé. On va donc penser à une méthode cryptographique pour le faire. C'est d'où la nécessité du RPKI. Et donc, le RPKI, quels sont donc ses objectifs? Premier objectif, il faut prouver le droit d'utiliser une ressource. Prouver que le préfixe que je suis en train d'annoncer, le préfixe 196.192.0.0/16, c'est véritablement mon préfixe. On va donc utiliser des objets qu'on va appeler Root Origin Authorization, en abrégé ROA, pour enregistrer ces informations quelque part, mais en ayant signé. En ayant signé, en utilisant l'encre de l'autorité de certification. On va voir qui est dans l'autorité de certification ici. On va aussi signer ces objets pour à la fois le routage interne et le routage interdomaine. Et puis après, on va donc pouvoir prouver la propriété des ressources numériques. Les ressources numériques étant ici là, les IP et les ASN. Donc, voilà les objectifs du RPKI. C'est de mettre une couche supplémentaire à la sécurisation. On a commencé par dire qu'on avait nos deux routeurs. Voici l'entreprise Willy Manga et ça, c'est l'entreprise Bashi. Les deux ingénieurs se connaissent et ils peuvent donc s'entendre, faire un handshake et faire du BGP entre les deux. On a vu que ce n'était pas trop sécurisé parce que avec des erreurs de configuration, on peut faire passer des choses. Ou alors, si quelqu'un devient malveillant, alors on dit que Bashi devient, disons, corrompu, il va se mettre à annoncer des préfixes chez Willy et Willy, parce qu'il fait confiance à Bashi, va donc accepter ces préfixes-là. Du coup, on a pensé à IRR. Mais on a vu que IRR, c'était en plain text. Il fallait donc passer à une couche supérieure de sécurité, d'où le RPKI. Le RPKI, donc, c'est quoi, d'après vous? Allons donc sur menti.com et essayons de lister les composants du RPKI. Des ressources, des certificats électroniques, clés privées et des objets signés. Intéressant ça. Intéressant ça. La clé publique et la clé privée, l'algorithme de cryptage, c'est intéressant ça. L'autre nom, Route 6, AS7 plus clé. Les clés, oui. L'ASN, l'IP, la clé, le certificat. Intéressant. Cryptage de préfixe ASN. Intéressant. J'espère que celui qui a dit tout à l'heure qui ne sait pas, il voit déjà à quoi. Il voit déjà où on va en venir. Route 6, ASN, je vais retenir ASN. Qui, merci, c'est bon. Les préfixes des ASN, merci.
Clé publique, clé privée, merci. Algo de cryptage, merci. Autorité de certification. Ça, c'est intéressant, merci. L'autorité racine. La vérification des signatures, toujours par l'autorité racine ou encore l'encre. Du Public Key Infrastructure. Beaucoup de gens ont dit qu'il fallait les certificats. Mais quand on dit certificat, il y a plusieurs niveaux de certificats. Le premier niveau de certificat, c'est le certificat de l'autorité de certification. Dans le cas, par exemple, du APKI, tous les IRR sont les certificats, sont les autorités de certification. Donc, l'autorité racine, ici, là, dans notre région, ça va être Afrinic. Ça va être Afrinic qui va être l'autorité racine. On a les certificats des entités. Les entités, dans notre cas, ça va être donc les gens qui utilisent les préfixes pour dire, par exemple, tel préfixe et tel numéro de système autonome vont ensemble. Nous voulons les binder et puis on va poser un cachet là-dessus. Et puis, on a l'encre de confiance ou encore le trust encore. L'encre de confiance qui est un peu comme ce qui identifie une signature, ce qui identifie un certificat au niveau de votre autorité. Et cette encre-là est gérée par votre autorité de certification et c'est stocké au niveau du certificat qu'il va vous donner pour que vous puissiez utiliser pour générer votre propre certificat. Donc, on a ici là le roi qui est l'objet. Une fois que vous avez créé votre certificat, vous allez donc utiliser le certificat pour signer. Et dans le roi, vous allez avoir votre préfixe, votre numéro de système autonome, et voilà. Maintenant, on a le référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est le registre en soi-même. C'est la base de données où tous ces objets sont stockés. On a le manifeste. Le manifeste, c'est la liste, c'est un objet en fait. Le manifeste, c'est un objet qui est signé. Mais dans cet objet signé, on a la liste de tous les objets signés auprès d'une autorité de certification. Donc, on va dire par exemple qu'auprès d'Afrinic, Afrinic a une liste de tous les rois qui ont été générés, qui ont été créés par ses membres. Maintenant, si moi, je veux connaître tous les rois qui sont générés auprès d'Afrinic, je vais donc faire une requête vers Afrinic et il va donc m'envoyer le manifeste. Et ce manifeste, donc, c'est la liste de tout ce qui est signé à son niveau. Et puis, on a l'entretien du cache local. Donc, moi, par exemple, à tout moment, il faut que j'entretienne mon cache local. Donc, si j'ai configuré un cache local dans mon entreprise, à chaque moment, je vais donc configurer que après peut-être 900 millisecondes ou après peut-être une journée, ainsi. Donc, ça va dépendre de la fréquence. Donc, je voudrais le rafraîchissement pour faire en sorte que cela soit, comment je vais dire, juste. Voilà donc comment ça marche. Donc, vous voyez, au niveau racine, on a les RIR. On a les RIR, on a RAI, on a ARIN, LARNIC, APNIC et AFRINIC. Et ils ont donc une langue, ils ont un certificat qu'ils ont généré, qu'ils gardent à leur niveau, auquel est attachée et associée une clé publique et une clé privée. Pour ceux qui ont parlé des clés, j'insiste là-dessus pour qu'ils se sentent dans le bain. Et puis maintenant, les gens à qui on va attribuer les ressources. Donc, allons dire qu'au niveau d'Afrinic, nous avons le préfixe 2001. J'oublie le préfixe. Bon, disons que c'est un /12. Hein. Disons qu'on a ce préfixe-là qui est. C'est un /12 ça. Willy va se moquer de moi. Donc, on a ce préfixe. Oui, on a ce préfixe. Et ce préfixe-ci, on va donc attribuer le préfixe 2001 DB8/32 à Tata Télécom. Maintenant, Tata Télécom utilise cela avec ses clients. Il a plusieurs clients. Il doit donc, à son niveau, générer, nous avons, au niveau d'Afrinic, générer un certificat qu'on appelle un certificat racine. Au niveau de l'ISP Tata Télécom, il va donc générer un certificat qui est un certificat client du CA. Et pour signer son certificat, il a besoin de notre certificat pour signer son certificat. Si il y a une autre entité en dessous, cette entité pourra utiliser son certificat pour signer son certificat. Ainsi de suite, et la chaîne peut continuer. On va donc s'arrêter au niveau de Tata Télécom. Tata Télécom a son préfixe 2001 DB8 2.2./32. Il va donc utiliser ce certificat. Il a l'ASN 64500. Il va donc prendre ce préfixe, mettre ici,
prendre son ASN, mettre là, et utiliser donc son certificat, le certificat qu'il a créé, pour extampier cet objet qui va désormais s'appeler un ROA, Route Origin Authorization. Et une fois qu'il a fait cela, ce préfixe est donc stocké au niveau du RPKI Infrastructure d'Afrique. Et quelqu'un d'autre qui veut donc Pierre avec Tata Telecom pourra donc envoyer une requête vers l'infrastructure d'Afrique pour s'assurer que ce préfixe et ce ASN appartiennent bien à Tata Telecom. Et pour cela, il faut trouver un roi correspondant à cela. Maintenant, comment ça marche? Je crois que j'ai expliqué déjà ça. Donc, Tata Telecom a son préfixe, il a son numéro de système autonome, il met les deux ensemble, il estampille et ça devient un roi qui est stocké au niveau du référentiel RPKI. Aussi simple que cela. Le nom semble compliqué, mais en pratique, c'est très facile. Comment donc ça marche? Une fois que chaque utilisateur, chaque membre d'Afrique a enregistré ces objets rois ici-là, donc on a plusieurs rois. On a le roi 1, roi 2, roi 3, roi N. Au niveau d'Afrique, on aura aussi des rois. Au niveau d'Arin, on aura plusieurs rois. L'Afrique, pareil. Rai, ainsi de suite. Maintenant, on a une composante de la chaîne qui s'appelle le validateur RPKI, ou encore RPKI Validator, qui, à l'aide du protocole R-Sync, va se connecter aux divers serveurs et va télécharger dans le manifeste. Et lorsqu'il a téléchargé le manifeste, ici, il a la liste de tous les rois valides et les rois invalides qui sont au niveau de tous ces RIL. Si davantage, je veux me connecter à un réseau Y et ce réseau me dit détenir le préfixe 2001 db8 2.2./32. Ce que je vais faire, quand il va m'envoyer son annonce BGP, je vais en faire une requête auprès du validateur pour lui demander est-ce que le préfixe 2001 db8 2.2./32 avec pour AS 64500 appartient effectivement à Tata Telecom. Et il va donc chercher, il va chercher et me retourner l'information. Si c'est valide, bon, quand il va me retourner l'information, c'est il y a trois possibilités. Soit c'est il a trouvé, soit c'est il a trouvé et c'est valide, soit c'est il a trouvé et c'est invalide, soit il n'a pas trouvé. Donc, maintenant, en fonction de ma politique, s'il n'a pas trouvé, déjà par défaut, je vais drop ce qu'il n'a pas trouvé. S'il a trouvé et que c'est valide, par défaut, je vais accepter. S'il a trouvé et que c'est invalide, il y a certaines personnes qui acceptent les invalides et d'autres qui n'acceptent pas. Donc, ça va dépendre de votre politique. Donc, une analogie donc avec le système TLS. Avec le système TLS, nous voyons par exemple là que au niveau racine, par exemple, au niveau de VeriSign, ils ont une encre et lorsque vous allez venir demander un certificat à leur niveau, vous allez générer certainement votre paire de clés privées et publiques et vous allez donc utiliser leur encre pour signer votre certificat et si vous voulez continuer dans la chaîne, vous allez donc utiliser ce certificat pour pouvoir signer vos objets. C'est la même chose qu'ici, nous avons Afrinic qui a le préfixe suivant et il a attribué cela à LIR2. LIR2 et au niveau d'Afrinic, nous avons une signature par rapport à ça. Au niveau de l'I2, ils vont donc générer une signature en utilisant leur clé. Et cette clé, souvenez-vous que leur signature est basée sur l'encre originale d'Afrinic. Et ils vont donc stocker cet objet. Si l'I3, par exemple, a besoin dans ce /36 qui vient du /32 d'Afrinic, d'un /40, il pourra donc utiliser aussi sa propre clé pour pouvoir signer ce préfixe. Donc, c'est un peu une analogie
avec le système TLS. La différence, c'est que au niveau de RPKI, on utilise juste pour l'autorisation, alors que pour TLS, on utilise et pour l'autorisation et pour l'authentification. Donc, quels sont les avantages d'un système pareil? Il y a déjà une chaîne de confiance qui va s'établir de IANA. C'est vrai que IANA n'a pas d'encre, n'a pas de certificat. Il a délégué cela à qui? Aux divers RIR qui sont Afrinic et la chaîne. Et puis ici, là, on aura les ISP et on aura les clients. Donc, la chaîne de confiance commence au niveau des RIR. Donc, l'autorité racine ici, c'est Afrinic, par exemple. L'ISP va générer son certificat en utilisant le certificat d'Afrinic. Le client va générer son certificat en utilisant. Vous voyez qu'il y a une chaîne de confiance qui est établie entre le RIR, le LIR et le client. Chaque partie du réseau peut vérifier à son niveau l'authenticité dans la base de données. Donc, vous ne reposez pas uniquement sur vos peers pour savoir que leurs préfixes sont éligibles ou pas. Non, vous pouvez aller vérifier que le préfixe pour lequel il dit être détenteur est véritablement existant dans l'infrastructure RPKI et peut être routé par un AS quelconque. Voilà. Qu'en est-il donc de l'adoption? Globalement, nous en sommes à... Bon, j'avoue que cette statistique, je les ai pris la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes à globalement à 17, je crois, 80, un truc comme ça. Ça veut dire qu'on avance pas mal. Hein? On avance pas mal. Donc là, voilà les préfixes. Donc, ici, là, il y a eu un échantillon de 841 000 préfixes IPv4, je crois. Et là, 81% de ces préfixes n'ont pas de roi. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux que 81% des préfixes n'aient pas de roi dans le monde entier. Nous n'avons que totalement, je crois, 18%. Hein, parce que si on prend les invalides et les valides, ça fait un peu plus de 18%. Ça fait 18,30, un truc comme ça, oui. 18,31. 0,33 autant pour moi. Donc 18,33. Ça, c'est pas bon, globalement. Donc, on doit évangéliser. On doit évangéliser pour que l'utilisation soit faite. On a vu le bien fondé d'une technologie pareille. Le prochain, c'est l'Afrique. Afrinic, voilà Afrinic. Afrinic, la semaine dernière, était à 4,40%. 4,40% de valides et 0,32%. Donc, ça faisait un total de 4,72. Et quand j'ai vérifié tout à l'heure, les valides étaient à 4,32. Dommage. 4,34. Oh, c'est grave ça. C'est grave. On est à 4,34 à l'heure où je vous parle. Donc, ça fait un total de 4,66. Donc, de la semaine passée, on était à 4,72, on est tombé à 4,62. Donc, il y a 66 autant pour moi. Il y a des gens qui sont allés revoquer leurs objets. Parce que ce sont des valides qui sont tombés là. Ils sont allés revoquer leurs objets. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Regardez que de 28 000 préfixes qui ont été analysés, 95% n'ont pas de roi. 95% sont insecure. C'est pas bon. Il faut corriger cela. Évangélisons. Maintenant, comment est-ce que, puisque je vous ai dit qu'il faut utiliser RPKI, comment est-ce que vous utilisez cela chez Afrinic? Si vous voulez créer vos rois, si vous voulez obtenir vos certificats, comment est-ce que vous faites? Je vous fais un walkthrough du processus rapidement. Donc, le processus est assez simple. La première chose, il faut commencer par soumettre un BPKI, une requête pour obtenir votre BPKI. Une fois que vous avez obtenu votre BPKI, vous devez l'inscrire. Et quand vous avez inscrit votre BPKI, vous obtenez le certificat et vous pouvez donc ajouter vos rois. Tant que le BPKI n'est pas expiré, le BPKI est valide pour 2 ans. Le BPKI est valide pour 2 ans. Donc, concrètement, c'est quoi? Pour ceux qui sont membres, vous allez sur le portail MyAfrinic, my.afrinic.net. Une fois là-bas, si vous êtes contact administratif, on va vous demander juste d'envoyer votre pièce d'identification, que ce soit votre CNI, votre passeport, là à service-support@afrinic.net. Et on va vous répondre avec la démarche. On vous envoie votre BPK et vous envoie la démarche pour la suite. Si vous n'êtes pas contact administratif, c'est-à-dire admin C, admin ref, billing contact, tout ça, vous devez demander, vous soumettez une requête
et l'administrateur va autoriser. Une fois qu'il a autorisé cela, vous allez recevoir votre mail et vous pourrez continuer. Donc, une fois que vous avez reçu le mail, quelles sont les étapes donc? La première chose consiste à générer votre certificat à l'aide de la commande OpenSSL. Donc, vous faites tout simplement, vous tapez tout simplement cette requête, cette commande en ligne de commande, et là, ça va vous générer dans votre paire de clés privées et publiques. Donc, pour ceux qui utilisent Windows, pour les utilisateurs de Windows, vous devez spécifier. Windows, par défaut, ne connaît pas où se trouve le fichier de configuration d'OpenSSL. Donc, vous devez d'abord télécharger OpenSSL sur votre ordinateur, l'installer. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez donc aller en ligne de commande. Première des choses, faites ceci. Spécifiez la commande et puis maintenant, revenez à cette commande-ci. Prochaine étape, une fois que vous avez donc généré votre paire de clés, ce que vous allez faire ici, là, c'est que vous allez enregistrer le certificat qui a été généré sur l'interface que voilà. Donc, vous allez sur l'interface externalafinic.net, blablabla. Et puis ici, vous allez donc rentrer vos paramètres. Vous allez recevoir, lorsque votre compte est activé, on va vous envoyer un compte et un mot de passe. Vous allez entrer dans votre compte ici et votre mot de passe. Vous allez sélectionner le fichier que vous avez généré, le fichier CSR. Vous avez vu, ici, là, lorsque vous avez saisi cette commande, il y a un fichier csr.csr qui a été généré, d'accord, avec votre clé privée. Vous allez donc rentrer, vous allez donc sélectionner ce fichier ici, et puis voilà, vous cochez PEM, et puis vous envoyez votre requête. Donc vous allez envoyer votre requête. Quand vous envoyez donc votre requête, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine étape, donc, vous devez générer votre fichier .p12. Pour générer le fichier .p12, allez d'abord télécharger le certificat d'Afrinic. D'accord? Le certificat d'Afrinic, là, tout le monde peut télécharger à v2.afrinic.net, image BPKI. Voilà le certificat. Vous téléchargez ce certificat-là. Et puis, quand vous l'avez téléchargé, vous allez utiliser ce certificat pour générer votre certificat P12. Donc, vous allez dans en ligne de commande. À l'aide de la commande OpenSSL, vous allez spécifier l'export. Vous mettez votre nick handle.p12 in key. Vous allez utiliser votre clé privée. La clé privée que vous avez générée à l'étape précédente. Le fichier PEM que vous avez généré à l'étape précédente. Et puis, le fichier que vous avez téléchargé ici, là. Donc, quand vous avez saisi cette commande, la sortie, ce serait ça. Donc, il va vous poser des questions, vous allez répondre aux questions. Et à la fin, il va donc vous créer un fichier qui va porter le nom votre nickhandle.p12. Une fois que vous avez généré cela, il faut donc maintenant enregistrer votre fichier P12 dans votre navigateur. Donc, première étape, vous allez dans votre navigateur pour retrouver, en fonction de votre navigateur, vous allez trouver la gestion des certificats. Là, par exemple, c'est l'exemple avec Chrome. Donc, ici, vous faites import pour importer le certificat et le wizard va s'afficher. Vous cliquez donc sur suivant. Et là, quand vous cliquez sur suivant, ici, vous allez sélectionner, vous allez browse là pour aller sur votre ordinateur, sélectionner le fichier .p12 qui a été généré. Et enfin, quand vous avez généré le fichier .p12, il y a un mot de passe qui vous a été demandé. Vous allez saisir ce mot de passe là ici. C'est le mot de passe qui est associé à votre certificat. Et une fois que vous avez fait cela, vous faites Next et c'est tout. Là, vous avez maintenant votre certificat qui est installé dans votre navigateur. Vous allez maintenant créer les objets rois. Pour créer donc les objets rois, vous allez donc dans le menu Ressources, Certification, Add Roi. Ici, vous avez la possibilité d'entrer le numéro de système autonome qui va être associé à ces ressources-là. Donc, vous pouvez sélectionner. Vous voyez que c'est un champ obligatoire, non? Vous lui donnez un nom. Tata Telecom Roi, par exemple, IPv6. Et puis ici, là, vous venez, vous sélectionnez. Toute la liste de vos préfixes vont apparaître là. Vous sélectionnez le préfixe pour lequel vous voulez ajouter le roi et vous cliquez sur la croix plus. Quand vous cliquez sur la croix plus, il y a un champ qui va apparaître avec la longueur du préfixe. Allons dire que le préfixe est 2001, DB8, 2.2. Ici, là, il y aura /32. Ça, c'est le minimum. Et puis, on va vous demander le max length de votre préfixe. La recommandation qui s'affiche juste en bas dit que
Si vous devez entrer ici là exactement ce que vous annoncez, sur BGP. Donc, si je suis en train d'annoncer mon /32, je vais faire /32 ici là. Par contre, si je suis en train d'annoncer un /36, je vais faire /36 et /36. Donc, je m'arrange à ce que ce soit fait ainsi. Sinon, imaginez que je crée un roi pour un préfixe allant de /32 à /48. Ça, c'est ce que les gens font souvent. Ça, c'est très mauvais. Parce que si vous avez fait ceci et que dans vos annonces BGP, vous annoncez seulement votre /32, quelqu'un de malveillant peut par exemple venir là, imaginez un /36 dans votre préfixe ou encore même un /48 ou encore n'importe quoi en dehors, au-delà de /32, par exemple un /34, un /36, un /40, un /44, un /42. Il peut imaginer un préfixe plus spécifique dans votre bloc et l'annoncer avec votre ASN. Et on croira que c'est vous. Donc, méfiez-vous lorsque vous êtes en train de créer vos rois. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre les questions. S'il y a des questions, saisissez-les dans la section questions-réponses. Et puis, allez dans la section questions-réponses, posez vos questions et on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que quelque chose est implémenté côté routeur pour vérifier automatiquement? Oui, on va y arriver. On va y arriver dans la section suivante. Allons-y, posez vos questions. On va donc passer à la suite. La suite ici consiste donc en la validation API. Donc, une fois que vous avez créé vos rois dans l'infrastructure de votre CA, qui peut être Apenic, qui peut être Arin, qui peut être Apenic, ainsi de suite, il faut donc que ceci soit normalement utilisé dans les configurations. Comment est-ce que je configure cela, par exemple, sur mon routeur Cisco? Donc, pour configurer mon routeur Cisco pour qu'il utilise un validateur, voilà comment je le fais. Donc, router, BGP, mon numéro de système autonome, BGP RPKI, server, TCP, host, l'adresse du validateur, le port qui a été réservé, c'est le port 3323. Ça, c'est le port réservé par IANA. Et la recommandation, c'est de rafraîchir après chaque 900 secondes. Donc, host ici, un exemple de host, ça peut être vc1.mixp.org, par exemple. Afrinic a un validateur, Willy va communiquer l'adresse plus tard. On va communiquer l'adresse du validateur plus tard. Donc, vous pouvez utiliser cela. Et souvenez-vous, je vous ai expliqué que le validateur, c'est ce serveur qui va se connecter à tous les RIR pour télécharger tous les rois. Maintenant, mon routeur va donc s'adresser au validateur pour dire quels sont les rois qui sont valides. Et chaque fois donc que je vais faire du peering avec, par exemple, ce routeur, quand ce routeur va m'annoncer un truc, je vais donc vérifier auprès de mon validateur. Et le validateur va me dire si ça existe, si ça existe, il est valide. Si ça existe, c'est faux. Si ça n'existe pas. OK, donc voilà. Willy vient de partager le validateur d'Afrinic avec vous, validator.afrinic.net. Donc, vous pouvez utiliser cela. Maintenant, certainement, vous vous posez la question de savoir. Donc, là, ça répond à la question d'Abdou qui dit est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut implémenter côté routeur? Voilà tout ce qu'il faut faire au niveau de votre routeur. Il faut simplement pointer votre routeur vers un validateur, c'est tout. Rien d'autre. Maintenant, allons-y donc. Allons demander comment est-ce que je mets en place mon propre validateur. Comment est-ce que je mets en place mon propre validateur? Donc, pour le moment, il y a deux applications pour la validation. Non, j'avais dit right. Ça, c'est faux. Je crois que c'est NLLock, right? NLLab, autant pour moi. C'est pas right, hein? C'est pas right, désolé. C'est NLLab. Donc, cet outil, le Routinator, a été fait par NLLab. Et d'ailleurs, le validateur d'Afrinic que Willy vous a envoyé utilise Routinator. Un autre, c'est GoRTR de Cloudflare que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez installer celui-là ou celui-là et utiliser dans votre réseau. Là, je n'ai pas mis les détails d'installation parce que si vous allez sur ces sites, c'est très facile, c'est très straightforward. Mais si vous avez des problèmes, vous connaissez à qui vous adresser. do@afrinic.net. Donc, voilà. Voilà. Je crois que là, on en est arrivé à la fin de ce webinaire. Tous nos webinaires précédents sont sur notre chaîne
IP Academy que vous pouvez suivre. Donc, si vous avez raté un webinaire, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir le recording là-bas. Si vous avez un souci et que vous voulez déployer quoi que ce soit dans votre réseau, que ce soit RPKI, que ce soit DNSSEC, que ce soit IPv6, pour ceux qui veulent enlever leur réseau et aller vers IPv4, il va appeler ça propre, contactez-nous. Utilisez ce lien et nous allons vous aider. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par les certifications IPv6, allez sur certi6.io ou bien envoie aussi un mail à training@afrinic.net. Voilà. Sur ce, c'est à vous de parler maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question de Benny Boko qui demande, après le pointage du routeur, sur le routeur dont en question maintenant, les décisions à prendre sont à implémenter. Donc, à quel niveau maintenant on implémente les décisions? On a reçu du validateur les informations. Où est-ce qu'on implémente ces décisions? Bon, là j'ai montré juste comment est-ce que vous pointez vers un routeur, vers un validateur. Ça insinue là que vous acceptez tout par défaut. Donc, tout ce qui est trouvé, vous allez accepter. Et là, c'est les recommandations, les best practices. Si déjà quelqu'un a fait les efforts de créer son roi, même s'il est invalide quand même, il faut déjà pouvoir l'accepter. Maintenant, si vous voulez rejeter les invalides, les commandes, faites-les sur cette commande-là. Vous allez voir qu'il y a la possibilité d'ajouter ce que vous voulez accepter et ce que vous voulez rejeter. Donc, je voudrais aussi rajouter que, donc, étant donné que RPKI est en cours d'adoption, mais l'adoption est de plus en plus grande parce que vous allez remarquer qu'en 2 ans, il y a de plus en plus de ressources signées qui apparaissent donc, au sein des infrastructures RPKI. Donc, pour le moment, toutes les ressources ne sont pas signées. Donc, vous ne pouvez pas, il ne serait pas souhaitable de tout rejeter pour le moment. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir déjà vos routeurs branchés sur un validateur, de pouvoir au moins déjà voir ce que vous pouvez avoir à travers RPKI. Certainement, il va arriver un moment où la majeure partie ou la grande partie des réseaux utilisant RPKI, à ce moment-là, beaucoup opteront pour l'option de, dès que apparaîtra un certificat invalide, ils vont rejeter. Mais encore une fois aussi, dites-vous que ce que vous faites avec RPKI, c'est une mesure de protection en plus de tout ce que vous pouvez mettre en place comme mécanisme de sécurisation. Rappelez-vous ce que Stéphane a présenté au début. Donc, vous avez un certain nombre de mesures de protection de sécurité que vous implémentez, que ce soit avec RPKI, que ce soit avec vos propres règles de filtrage, tout ce que vous faites. Donc, vous construisez en fait votre politique de sécurité, politique de routage avec tous ces critères. Et encore une fois, votre réseau, vos règles. Donc, ça signifie que c'est en fonction de, vous avez ces ensembles de ces informations, c'est vous qui décidez, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous rejetez. Donc, voilà. Puis, il y a une autre question, Abdou, y a-t-il une politique, éventuellement une deadline d'Afrinik pour pousser les opérateurs à implémenter RPKI? Non. On n'a pas de, ça ne dépend pas de nous. Vous savez, Afrinic n'intervient pas dans la politique de routage. Ça, c'est quelque chose qui est laissé aux soins des opérateurs entre eux. Donc, c'est chaque opérateur qui décide. C'est comme par exemple le déploiement d'IPv6. Nous sommes là pour vous donner le support. IPv6, on vous attribue les adresses IPv6. Si vous avez des difficultés, on va venir vous aider à déployer. Mais on ne viendra pas vous forcer de déployer. On ne mettra pas de date. Souvenez-vous, une chose, nous ne sommes pas là pour réglementer Internet. Nous ne sommes pas là pour réglementer Internet. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est vous qui décidez. Souvenez-vous toujours, Internet est gouverné dans l'approche bottom-up. D'accord? C'est la communauté à la base qui décide. OK. OK, merci infiniment. Merci de votre attention, merci de votre patience. On espère que vous allez commencer à implémenter BGP, du moins implémenter RPKI dans vos réseaux. Nous attendons qu'il y ait beaucoup de requêtes. Nous voulons voir notre mail DO submergé. Nous voulons que venez nous attaquer, s'il vous plaît. Attaquez-nous aussi sur Twitter. Hein. Sur Twitter, nous sommes présents @Afrinic Training.
Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Ça peut être là. Donc, allez-y, suivez-nous sur Twitter, envoyez-nous des mails pour tous vos problèmes. On va s'efforcer de vous... Et on va dire à la prochaine. Merci pour votre